Notre brochure intitulée La route de la liberté est enfin disponible. Nous allons brièvement revenir sur certains de ces aspects. Alors, pourquoi, ou plutôt comment pouvons-nous expliquer ce deuxième confinement? Le deuxième confinement s'explique certainement par l'erreur qui était commise à la fin du premier confinement. Rappelez-vous, le confinement est évidemment une opération extrêmement désagréable pour tout le monde. C'est la mise en parenthèse de toute liberté ordinaire auquel nous tenons tellement, auquel les Wallons sont tellement attachés, comme d'ailleurs sans doute tout le monde. Mais les conséquences sont lourdes en matière économique, c'est un arrêt complet de la vie sociale, des restrictions importantes à la vie familiale, un arrêt de la vie culturelle. Tout ça est évidemment très pénible. On aurait sans doute pu éviter la seconde vague si on n'avait pas lâché du lest à toute vitesse à la fin de la première. Au mois de juin, sous pression du milieu économique notamment, le patronat flamand, mais aussi un peu les entreprises et la FEB, et Comeos, la confédération des grandes entreprises de distribution, on s'est empressé de rouvrir totalement l'ensemble de l'activité économique. Les pays voisins n'ont pas fait autrement, n'est-ce pas? Nous ne sommes donc pas les pires élèves de la classe. Et le résultat était le même partout. On s'est offert, en septembre et en octobre, une superbe deuxième vague, plus importante que la première. Peut-être aurait-on pu limiter la deuxième vague si on avait pu mettre en place les procédures de test, testons, de traçons, d'isoler, isolons. Malheureusement, il n'y avait pas le matériel de test, il n'y avait pas les machines, et quand on a enfin retiré à Maggie de Buck la compétence sur le RSC à Philippe de Bacquer, celui-ci a ramé pendant 1 mois et demi, si pas 2 mois, pour réussir à la mettre en place. Et est donc arrivé trop tard pour la première vague. Il faut donc continuer à la développer pendant la deuxième. C'est la seule tentative que l'on ait au confinement total. Mais cela dit, le problème est de savoir si le respect par la population des mesures de restriction sera suffisante et nous ne risquons pas en janvier une troisième vague. Alors, cette crise du Covid nous a conduit à une crise sanitaire. Qu'en pensez-vous? Oui, à une crise sanitaire, bien sûr, mais encore plus à une crise économique. Alors, on n'en voit pas encore tout à fait les effets aujourd'hui, quoiqu'on dispose d'un certain nombre de sources statistiques qui indiquent clairement que la récession dans laquelle nous nous trouvons est la plus grave depuis 1945. Mais la politique du gouvernement actuel, les Vivaldiens, de Croo, a abouti à retarder en fait les échéances. Toute une série de mesures vont se clore, se terminer d'ici la fin janvier. Par exemple, le moratoire sur les faillites prendra fin le 31 janvier. Par exemple aussi, le chômage temporaire a permis, je dirais, de limiter les pertes en matière d'emploi et en matière de gonflement du chômage, mais quand même, lors de la première vague, il y a eu 32 000 emplois qui ont été perdus. Et donc, nous allons assister, durant le premier trimestre de l'année 2021, à, je dirais, une inflexion sur le plan économique, c'est-à-dire que la récession actuelle, qui est une diminution du produit intérieur brut réel, eh bien, cette récession va se transformer en grande pandémie économique. Et là, la situation risque d'être très très grave parce qu'effectivement, il y aura un gonflement du chômage, il y aura des faillites nombreuses, il y aura des diminutions de revenus, il y aura des diminutions de la consommation, de l'investissement, etc. Tout ça se traduisant par un alourdissement de la crise économique. On parle beaucoup de relance en Europe. Que faut-il en penser? L'Union européenne, incontestablement, a mis le paquet jusqu'à un certain point, puisqu'on a ouvert un emprunt public pour 750 milliards, partiellement distribuables aux États membres sous forme de dons, partiellement sous forme de prêts. C'est un effort considérable. Il s'ajoute à l'effort mené par la Banque européenne de crédit à Francfort, qui en réalité rachète systématiquement des dettes publiques et privées, ce qui revient en fait pratiquement à les annuler. Et donc un effort considérable de la part de l'Union européenne, à la fois comme banque et à la fois comme institution. Cela dit, si l'on compare avec les États-Unis, indépendamment de la question des 800 milliards que Trump vient d'arrêter, bien qu'il y ait eu un accord au niveau du Congrès entre démocrates et républicains pour les faire passer, ils ont dépensé au moins
2200 milliards de dollars depuis le début de la crise pour essayer de relancer leur économie, indépendamment de l'action de la Banque centrale américaine, la Fed. Nous sommes dans cette dimension. Toute la question est de savoir ce qu'on va faire de cet argent et comment le répartir. Si on se contente purement et simplement à reproduire l'économie d'avant, y compris sa dimension carbonée, évidemment, nous avons fait un grand truc pour rien, n'est-ce pas? Il faut orienter de façon massive les choix d'investissement en direction d'une économie durable et d'une résorption des émissions à effet de serre. L'objectif pour l'Europe est de 55% de réduction pour 2030, je ne me trompe pas. Si on veut l'atteindre, il faut que l'ensemble de cet effort porte sur une nouvelle économie construite des bases radicalement différentes. Faut-il créer une taxe Covid? Alors, je crois qu'il y a un problème qui est évident. C'est-à-dire que pour enrayer justement le déclin économique, la récession économique, les gouvernements, où qu'ils soient, ont injecté massivement des milliards dans l'économie. Évidemment, ceci a pour effet de creuser le déficit et en définitive d'accroître la dette. Je ne dis pas ce qui se passera à partir d'un certain moment, parce que les belles résolutions de l'Europe, par exemple, pour le moment, ne tiendront pas la route. Un jour ou l'autre, ils en voudront revenir à l'austérité. Alors, face à ça, il faut trouver des ressources nouvelles. Eh bien, notre proposition, c'est de fait une taxe Covid. Alors, c'est quoi la taxe Covid? C'est une taxe d'abord qui porterait exclusivement sur les 10% les plus fortunés, les plus riches de la société. Autrement dit, vous avez un impôt sur le revenu, on appelle l'impôt des personnes physiques. Il s'agirait ici de taxer les 10% les plus riches. Alors, comment? Eh bien, pour ceux qui se situeraient entre le 91e et 95e pourcent, ce serait 5% supplémentaire. Pour ceux qui seraient entre 95 et 99%, ce serait 10%. Et enfin, pour le dernier pourcent, le pourcent le plus riche, ce serait 15%. Alors ça fournirait des ressources nouvelles, des ressources additionnelles, pour un montant qu'on peut évaluer à ce stade à peu près à 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, ça permettrait de faire rentrer dans les caisses de l'État les sommes qui sont absolument nécessaires pour enclencher la relance et pour mener une autre politique, dans la mesure où c'est possible, avec le gouvernement actuel, qui, chacun le sait, est un gouvernement de coalition, dans lequel on trouve les libéraux, les socialistes, les écologistes et le CDMV, bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi la route de la liberté comme intitulé de cette brochure? Parce que l'objectif est évidemment de ramener les gens à sortir de la restriction des libertés qu'ils subissent aujourd'hui. L'objectif, c'est très clairement de reconstruire une société où chacun puisse disposer de son temps, de ses loisirs, de ses rapports sociaux, où les économies, sans doute réorganisées sur des bases nouvelles, fonctionnent de façon ouverte et créatrice, où la vie culturelle se redéploie de façon extrêmement large et ouverte. Aujourd'hui, elle est complètement à l'arrêt, et où les rapports humains, simplement, puissent se redéployer de façon normale. Aller au restaurant, aller au café, rencontrer des amis, la vie humaine pour des êtres humains normaux, libres. Évidemment, tout ça va dépendre énormément de la suite des opérations, et là-dedans, de l'hypothèse nouvelle, l'avancée nouvelle de la vaccination, qui devrait être aussi générale que possible, est certainement l'issue majeure qui se présente aujourd'hui. 2 vaccins sont agréés au niveau international par déjà maintenant plus d'une quinzaine de pays. Probablement qu'un deuxième vaccin sera agréé au début du mois prochain par l'Union européenne. Il faut évidemment encourager les gens à accepter la vaccination. Nous ne sommes pas pour une obligation de vaccination, il faut laisser aux gens le choix de le faire. Mais dans la réalité des choses, oui, bien sûr, il n'y a pas de vaccin entièrement innocent. Il y a des risques d'effets secondaires, il y a des effets secondaires. Comme tous les vaccins, depuis le vaccin tuberculose, balmet de terrain, il y a un siècle, vous savez, tout vaccin a toujours présenté un certain risque. Mais le véritable risque, le risque majeur, c'est de ne pas se faire vacciner. À titre personnel, individuel, et aussi à titre collectif, à titre d'attitude citoyenne. Se faire vacciner, c'est se protéger soi-même et c'est protéger les autres. Une année s'achève, une autre commence. Cycle éternel de la fin et du recommencement. L'année qui s'achève fut comme une année de latence, une année en suspens, une année vide.
pour l'immense majorité d'entre nous, ce fut une année de frustration, de manque, de pénurie, de souffrance, parfois même de deuil. Dans le même temps, certains se sont frottés les mains. Des sociétés ont réalisé de plantureux bénéfices. Et que dire du lobby pharmaceutique qui peut rêver de gains extraordinaires en bourse? Nous ne pouvons plus supporter cette injustice. Nous ne pouvons plus supporter que le malheur des uns fasse le profit des autres. Assez! Prenons notre destin en main et secouons nos chaînes jusqu'à les briser. Wallonie Insoumise vous souhaite une année de lutte et d'espoir. Ensemble, inversons le cours des choses. Ensemble, faisons chanter nos matins. Bonne, belle et heureuse année 2021.